Alright, bienvenue à un tout nouvel épisode du Perfo Elite podcast. Cette fois-ci, on a fait beaucoup de shows dans les derniers temps, mais là je vais avec le podcast direct parce que c'est un format qui risque d'être pas mal plus long. J'ai tout simplement, écoute, j'ai pas de time cap, quoi que ce soit, mais je me doute bien que ça risque de peut-être pas rentrer en dedans de 10-15 minutes. Donc, aujourd'hui, un sujet quand même assez chaud, quand même assez d'actualité. J'ai fait quelques posts par rapport à ça sur mon Facebook là, personnel. Donc, je tiens à faire cet épisode-là, en fait. Là, c'est vraiment par rapport à, oui, la nouvelle Ligue Hockey Québec, le nouveau fonctionnement qu'ils veulent faire, mais aussi parler de spécialisation hâtive. Ça va de soi là-dedans. Comme vous pouvez voir, en fait, tout simplement, là, j'ai un bon paquet de feuilles devant moi. Tout simplement, c'est la moitié que j'ai apporté parce que le reste rentrait tout simplement pas dans le sac que j'ai amené aujourd'hui. Mais c'est plus de 210 pages que j'ai lu, que j'ai examiné depuis tout simplement la sortie, on va dire, publique, l'annonce de Hockey Québec qui fait énormément réagir. Il y a eu plusieurs podcasts que j'ai écoutés par rapport à ça, des posts, des opinions de tout le monde. Puis je tenais en fait à mettre en quelque sorte un peu les barres CT, les points CI par rapport à cette ligue-là, par rapport au développement aussi. Donc, je me suis pris une petite feuille de notes parce que clairement, je veux rien oublier. Ça me tente pas de faire un épisode numéro 2, partie 2 et tout de ça, puis j'avais oublié de parler de ça. Donc, j'ai une petite note, puis je vais essayer, une petite feuille de notes, puis je vais essayer de la suivre. Puis là, j'ai bien dit, je vais essayer de la suivre dans le sens que j'ai noté 4 points. Comment est-ce que je veux découler un peu le podcast, mais l'épisode, sauf que ça se peut fort bien que je dérape puis que je commence à divaguer sur d'autres sujets ou des sujets connexes. Je vais essayer de me centraliser puis me tenir sur ma feuille. Fait que c'est la première fois que j'ai une petite feuille de guide pour un podcast, pour un show. D'habitude, c'est vraiment spontané puis ça y va sur le sujet. Mais là, je tenais vraiment à tenir ça un peu plus serré. Donc, première des choses, c'est qu'on va regarder tout simplement qu'est-ce que cette fameuse ligue-là, c'est quoi que Hockey Québec veut faire avec les informations qu'on a actuellement? Parce que, bien entendu, on n'a pas toutes les informations. Quand ils ont fait la présentation, l'annonce de cette ligue-là au directeur technique des structures, et ainsi de suite, le monde, de ce que j'ai pu comprendre, avait plus ou moins accès à poser des questions. Eux, ils avaient plus ou moins de réponses non plus à donner. Donc, on va décortiquer un petit peu ça en soi pour bien comprendre. Par la suite, on va passer au point négatif. De ce volet-là, de cette nouvelle façon de procéder-là en soi. On va passer par la suite au point positif parce que peut-être que oui, il peut y avoir des points positifs à en tirer de ce volet-là. Puis, on va finir avec tout simplement mon humble opinion basée sur la science, basée sur les recherches, basée sur mon expérience terrain, mon expérience de professionnel, mon expérience en tant que joueur également. Puis, de ce que j'ai aussi comme information de différentes personnes. Donc, j'ai fait ma tête un petit peu par rapport à ça, mon opinion. Puis, aussi, c'est beau donner notre opinion, mais il faut apporter des solutions. Puis, c'est ce que je vais vouloir faire également. Donc, essayer d'apporter des solutions dans la situation qu'on est actuellement en termes de développement athlétique au hockey. Puis là, on parle beaucoup hockey, puis Hockey Québec, et ainsi de suite, mais ça peut s'appliquer dans plusieurs autres sports aussi. Mais là, bon, on va se concentrer aujourd'hui par rapport à ça. Donc, en fait, si je vais avec mon point numéro 1, c'est quoi cette fameuse ligue-là ou ce nouveau programme de développement-là? C'est de ce que je vois, c'est qu'ils essaient de se baser en quelque sorte un peu sur le programme national américain, où est-ce que sur plusieurs années, les joueurs, puis au moment où est-ce que j'enregistre l'épisode, en ce mardi 26 novembre, c'est actuellement le petit défi, le challenge de CHL, donc WHL, OHL puis LHJMQ qui font un regroupement des meilleurs espoirs contre l'équipe justement américaine, donc de ce fameux programme-là qui joue ensemble année après année. Donc, en gros, drôle de coïncidence tout ça, mais la vie fait les choses ainsi. Donc, c'est quoi cette fameuse ligue-là en quelque sorte? C'est qu'ils veulent
ils veulent réunir, en quelque sorte, 200 joueurs, les 200 meilleurs selon un certain processus de sélection qui est complètement dans le néant actuellement. Je me doute un peu où est-ce que ça va s'enligner parce qu'ils font affaire avec l'UQTR, le score là-bas et tout ça. Donc, je me doute un peu comment est-ce qu'ils vont faire leur processus de sélection. Est-ce que c'est le plus efficace? Est-ce que c'est le meilleur? Il y a des pour, il y a des contre, mais c'est encore un peu nébuleux dans tout ça, mais c'est ça. Ils veulent vraiment comme y aller avec un 200 meilleurs joueurs sur à peu près une douzaine d'équipes, 10-12 équipes, pour faire une nouvelle ligue, puis que tout simplement, ce programme-là se fasse sur 2 ans. Donc, généralement, 14-15 ans, à peu près dans ces eaux-là. Ça, c'est la première étape, en quelque sorte, de qu'est-ce qu'ils veulent faire, je crois, 2027-2028. Je ne vais pas trop m'avancer ces années et puis les points techniques de tout ça, mais vraiment parler du concept général. Okay? Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est rajouter, en quelque sorte, un nouveau programme, prendre les meilleurs puis les ramener pour jouer contre les meilleurs. Ça, c'est la première des choses qu'ils veulent faire. Puis par la suite, c'est de ramener le M18-3A, au lieu d'avoir 15 équipes, c'est d'avoir 12 équipes. Donc, en quelque sorte, créer un silo. Si on peut se permettre le concept, c'est à peu près ça qu'ils veulent faire. Donc, à partir de 14 ans, tu fais partie des 200, tu joues dans les 12 équipes, tu joues par la suite l'année d'après dans les 12 équipes, et inévitablement, qu'est-ce qui se passe? Tu joues dans les 12 équipes M18-3. Donc, créer une espèce de silo. Puis je vais en parler un petit peu plus tard tantôt, mais c'est en quelque sorte ce qu'ils vont vouloir faire. Après ça, il y a plein de points techniques, mais tout ce qui est les joueurs de région, je pense que de la manière qu'ils veulent faire ça, c'est comme entre les deux ponts, là, donc entre Québec et Montréal, genre là, Gatineau, ils veulent créer les équipes dans cet environnement-là. Donc, quand on parle de région externe, les joueurs qui seraient sélectionnés, choisis pour faire partie de cette ligue-là, devront inévitablement habiter en famille de pension, ces trucs-là, puis sortir de leur région s'ils veulent jouer dans ces ligues-là. Donc là, il y a plein de problématiques qui peuvent arriver. On n'a aucune idée des coûts, on n'a aucune idée de tout ça, de nombre de games. Et c'est vraiment le néant total. Ils ont juste comme largué une bombe comme ça au sein du hockey québécois, tout simplement. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est la meilleure façon, tout simplement, de maximiser le développement? Puis, un des points que je tiens à parler, c'est que on se concentre beaucoup sur l'élite. On va amener des joueurs professionnels, NHL. Puis le monde, il voit beaucoup. Puis même, quand je dis le monde, là, c'est Hockey Québec, c'est les dirigeants. On se focus beaucoup sur la pointe de l'iceberg, sur le volet élite. Mais ça ne veut pas dire qu'à 14 ans, à 13 ans, quand ils font leur processus de sélection, ils ont déjà targeté ces joueurs-là. Ça ne veut pas dire qu'à cet âge-là, quand tu es bon, tu vas continuer à exceller et à dominer vers les 16, 17, 18 ans. Donc ça, c'est une des choses qui est super importante à comprendre, tout simplement. Puis, si on met tous nos œufs, on va dire, ou tous nos efforts dans un petit échantillon à cet âge-là, surtout, qu'est-ce qui arrive avec les autres? Puis j'ai sorti des listes tantôt, je vais pouvoir tout sortir ça, mais j'ai sorti des listes de joueurs qui ont eu des développements plus tard, puis vous allez faire le saut quand même, là, à savoir, OK, Colin, je ne savais pas, tel joueur, puis ainsi de suite. Puis ça, c'est un des principaux points négatifs, c'est que ça va faire en sorte que ça va diluer complètement tout le reste. Puis quand je dis diluer, c'est qu'il n'y aura plus autant d'efforts de mis dans le développement dans les autres structures ou les autres équipes. Je vais rentrer un peu plus en détail tantôt, mais dans ce point-là, parce qu'il est quand même gros. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, un des points, mettons, on va dire plus technique, politique, que je trouve de négatif, c'est que tout le monde a été complètement saisi de cette annonce-là. Personne en soi était au courant ou la voyait venir, cette fameuse annonce de nouvelle ligue-là. Ce qui veut dire, en fait, tout simplement que, ce qu'on peut en conclure, c'est que Hockey Québec joue en quelque sorte tout seul dans leur camp au lieu de parler puis d'aider les structures déjà actuellement. Puis après ça, bon, il y a sûrement le débat de mais là, tout le monde fait à leur façon, puis ainsi de suite. Puis bon, ça, c'est une autre chose. Mais
tu sais, c'est pas normal qu'une fédération, on va dire, ne consulte pas leurs membres à savoir comment est-ce qu'on devrait, tu sais, que tout le monde travaille ensemble pour apporter une solution. Puis on dirait que dans le monde du hockey, c'est beaucoup politique, puis le monde, ils vont focusser énormément, beaucoup trop, voire même sur... C'est un peu une guerre d'ego de je veux tirer la couverture de mon bord, c'est moi qui ai la solution. Puis je veux que ça vienne de moi, puis là, le monde veut aller chercher un certain pouvoir, puis bon, ainsi de suite. Puis honnêtement, c'est malheureux parce qu'au final, c'est qui écope pour ça? C'est les athlètes, c'est les jeunes. Puis bien honnêtement, je vais en parler dans mon opinion, je ne veux pas brûler le punch, mais tu sais, est-ce que c'est la meilleure façon de faire, tu sais, que tout le monde essaie d'aller chacun de leur côté, puis personne s'entraide? Je pense que vous me voyez venir un peu là, avec la réponse, mais c'est ça. Fait que, ça, c'est quelque chose de super important. Fait que ça, c'est un des points que je voulais parler. Que Hockey Québec, probablement, a l'air à jouer tout seul dans leur camp en ce moment, puis veulent copier un peu un modèle des autres, mais puis ils le copient, c'est beau, puis ça fonctionne, le programme américain. Sauf que c'est pas au détriment des autres programmes, puis des autres structures. Puis de la manière que ça va être fait, de ce qu'on a comme information, c'est ce qui va arriver ici au Québec, c'est que les autres vont écoper. Il va y avoir moins de qualité de service, il va y avoir moins de qualité d'entraîneur dans les autres structures qui sont déjà en place, qui auraient moyen d'optimiser, en fait, au lieu d'essayer de rechanger la roue au grand complet. Donc, ça, c'est une des choses. La deuxième des choses, le deuxième point que je veux parler, qui est négatif, en fait, c'est que de cette façon-là, en faisant ça, on se concentre avec un développement d'une vision que sur glace. Parce qu'il n'y a eu aucune autre information qui est sortie, puis c'est juste là-dessus qu'il s'est focusé. C'est une vision de glace seulement. Le développement, ça se fait 80% en dehors de la glace. Un développement d'un athlète. On parle d'un joueur de hockey, mais avant d'être un joueur de hockey, c'est un athlète. Puis avant d'être un athlète, c'est un être humain. Puis avant d'être un être humain, ben guess what? Cet enfant-là, il a commencé à ramper avant de commencer à marcher à quatre pattes, avant de commencer à se tenir debout. Puis c'est des stades de développement que là, on se concentre seulement, encore une fois, je reviens avec mon iceberg, sur une infime partie, une minime partie, c'est sur la pointe de l'iceberg, le volet de la glace qui compose à peu près juste 20% d'un développement athlétique chez un joueur de hockey. Je ne dis pas que c'est pas important. C'est hyper important. Tu peux pas être un joueur NHL ou te faire drafter dans la Q si tu sais pas patiner. On est d'accord là-dessus, puis je veux dire, c'est correct. Mais tu ne peux pas juste te fier sur ton talent ou sur tes habiletés individuelles. Puis de la manière que c'est fait, c'est que oui, ils veulent ramener les meilleurs pour jouer avec les meilleurs, mais il y a juste tout le temps la discussion de glace, de jouer les meilleurs contre les meilleurs. On veut de la glace. On veut les meilleurs coachs sur glace pour eux. Les meilleurs skills coach, les meilleurs power skating coach. Puis c'est correct. Sauf qu'on se focus juste sur 20%. Fait qu'à un moment donné, ça va chier dans la pelle à quelque part. C'est inévitable. Donc, on doit se focusser sur le 80% aussi. C'est hyper important de ne pas négliger ce volet-là. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait un plan clair puis que ça se dit, qui est écrit noir sur blanc sur des feuilles. Je veux dire, j'ai les ici, là, ça va me faire plaisir de vous les partager, de, OK, qu'est-ce que ça prend à tel âge, qu'est-ce que ça prend à tel âge dans un contexte de développement sur le long terme en dehors de la glace. Puis je ne cesse d'en parler sur toutes mes plateformes le plus possible. Je l'utilise dans mes encadrements que je fais avec les athlètes. Mais l'entraînement, ce n'est un des piliers hyper importants. Que ce soit pour, oui, gagner en force, en puissance, en vitesse, ainsi de suite, mais que ce soit pour minimiser les blessures, que ce soit pour préparer le corps, pour la mobilité. Puis tout ça, c'est des aspects hyper importants. On parle de nutrition. Nutrition, l'hydratation, c'est un peu si je veux faire la raid Montréal-Val d'Or, parce que bon, je viens de là, moi, utiliser cet exemple-là, mais que je ne mets pas de gaz dans mon char. Je pars à moitié la tank vide, puis j'essaie de me rendre. Si je ne me rendrai pas, il faut que je fuel mon char. Puis si je pisse dans mon char, ben je m'excuse, mais mon char, il va commencer à roter du ballonné. Là, genre, ça ne va pas fonctionner plus loin qu'il faut. Donc, il faut que tu mettes de la bonne essence dans ton corps. C'est l'hydratation, c'est la nutrition. Puis ça, genre, il n'y a pas vraiment de structure, il n'y a pas vraiment de plan clair sur quoi faire, quand faire. Fait que, tu sais, pour les athlètes, on focus encore juste sur les habiletés individuelles, les habiletés techniques, tactiques,
au niveau des équipes et de leur développement sur glace. Fait que ça, c'est un autre pilier super essentiel. On a tout ce qui est au niveau postural. C'est hyper important aussi. Comment est-ce que tu veux faire ta raid Montréal-Val-d'Or avec 2 tires dégonflés de ton char, 2 qui sont gonflés correctement? Tu vas finir par... Tu vas compenser, tu vas pogner un nid de poule à quelque part, tu vas pogner une roche, tu vas rentrer dans un chemin de garnotte parce qu'ils refont à 117. Paf! Ton alignement va sauter. Puis tu sais, je suis pas mécanicien, là, mais je suis pas mal sûr que c'est pas idéal d'avoir des pneus dégonflés d'un bord puis de l'autre bord qui sont corrects, tu sais. Fait que ça va faire en sorte que tu vas créer de l'usure prématurément. Tu vas créer tes propres risques de blessures vont augmenter, tu sais, tout simplement. Donc ça aussi, c'est un aspect hyper important, le volet postural. 1, pour prévenir les blessures. Puis 2, ben, si ton char est aligné, là, tu vas aller en tirer les performances au maximum. Que tu aies une Honda Civic ou une Micra ou une Tesla ou une Lamborghini, une Formule 1, on s'en fout. Si ton char est aligné, tu vas en tirer les maximums des bénéfices possibles. Mais si ton char est désaligné, tu ne pourras pas performer adéquatement à ton plein potentiel. Puis si tu compenses, ben, tu limites tes gains de développement aussi. Fait que tu sais, je pourrais faire des épisodes sur chacun de ces propres piliers-là parce que ça vaut la peine d'en parler en fond et en comble. Mais je ne veux pas non plus faire un podcast sur 3 heures là, parce que, mon temps est quand même compté. Je disais que j'avais pas de time cap tantôt, mais j'en ai quand même un. Mais tu sais, c'est hyper, hyper important de comprendre cet aspect-là. Par la suite, on parle aussi d'un 4e pilier qui est hyper essentiel, qui est encore un petit peu trop tabou. C'est le mindset, la psychologie, la préparation mentale. Je travaille en collaboration avec des préparateurs mentaux, avec des personnes, des experts dans ce volet-là. Puis ça en fait partie. Qu'est-ce qui se passe entre les 2 oreilles? C'est hyper important. Si tu sors un jeune des régions, puis tu l'amènes dans cette ligue-là, puis il n'y a plus de repères, il n'y a plus d'ancrage, il n'y a pas d'aide au niveau psychologique, ben excuse-moi, mais tu vas le perdre, ce joueur-là. Puis même, probablement, à la base, il y en a plusieurs qui vont dire non à y aller pour ces raisons-là. Ils ne sont pas outillés psychologiquement, mentalement. Ils n'ont pas les outils de mindset, tout simplement, pour ce genre de situation-là. Fait que, tu sais, là, je parle juste de niveau environnement. Je ne vais même pas parler de performance encore, tu sais. Mais combien d'athlètes, niveau performance-wise, se laissent détruire en quelque sorte ou se laissent affecter leur game par un mauvais jeu, par un mauvais commentaire peut-être d'un coach, puis ils l'ont mal pris, peu importe que ce soit justifié ou non. Combien d'athlètes, ça arrive à tous les games, c'est sûr qu'il y a des joueurs de votre équipe, des équipes, tout dépendamment qui m'écoute, mais qui a des joueurs qui se font sortir de leur game à cause du volet mental, psychologique. T'sais, combien de joueurs pognent des antisportifs après un 2 minutes ou peu importe, qui ont répondu à l'arbitre, qui ont tout le temps. Puis ça, ben, c'est des erreurs qui peuvent être coûteuses sur un développement aussi. On ne parle pas juste de performance, mais ça vient traîner beaucoup d'aspects. Puis tout récemment, je travaille, puis je ne vais pas nommer de nom, rien, mais je travaille avec des athlètes que j'ai mis beaucoup d'emphase dans les derniers appels que j'ai eus avec eux sur le volet mindset, de développer des outils, de développer des ancrages qui peuvent s'aider. Puis, tu sais, il y en a un en particulier, tu sais, c'est qu'honnêtement, la progression est complètement extraordinaire de ce qu'on a fait parce que le joueur avait un très bon talent, mais là, il était comme un peu dans une slump où est-ce que ça allait moins bien. Plusieurs difficultés, tant au niveau relation, joueur, coach, puis name it, puis ça allait juste pas bien. Mais ça traînait, ça se laissait détruire par rapport à ça. On a travaillé sur ce volet-là. Puis guess what? Tu es en train de remonter à la pente en fin de semaine, hyper de belles productions offensives et tout ça. Puis, ça faisait longtemps que le monde n'avait pas vu comme ça jouer à son plein potentiel. Puis c'était juste un blocage au niveau mindset. Mais tout ça pour dire que c'est hyper important de travailler cet aspect-là avec les athlètes. Puis pas juste pour la crème de la crème. Pour tout le monde. Tout le monde devrait avoir accès à ce volet-là, à cette aide-là, que tu sois simple lettre, double lettre, triple lettre, dans le programme québécois de développement, name it. C'est tous des volets, puis chacun des piliers que je parle, tout le monde devrait bénéficier de ça. Parce que le hockey, c'est un sport à développement tardif. Je ne vais pas arrêter de le dire, puis personne, malheureusement, amenez-moi tous vos commentaires, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Personne ne va pouvoir me dire que ce n'est pas un sport à développement tardif. C'est un sport qui se développe sur le tard.
mais malheureusement qui se fait sélectionner de façon prématurément, puis il est là le problème. Donc ça, c'est un quatrième point, un quatrième pilier, le mindset. Après ça, on a la récupération. Ça en est un propre à soi, à lui-même aussi, ce pilier-là. Combien d'athlètes négligent leur récupération? C'est abusé. Je travaille avec plus de 500 joueurs par année dans des équipes, des structures, au privé, à l'individuel. Combien de joueurs parmi eux arrivent avec nous avec une négligence au niveau de leur récupération, leur workload est mal calculé, est mal quantifié, des blessures dans le passé, c'est arrivé à cause de ça, à cause d'un désalignement postural. Il y a plein de facteurs, mais la récupération, c'est un point extrêmement négligé. Il faut le voir un peu comme une carte de crédit. C'est pas tout le monde, si je prends toute la population du Québec ou tous les parents d'une équipe, peu importe, c'est pas tout le monde qui a la même limite dans sa carte de crédit. C'est pas tout le monde qui a la même capacité d'emprunt, la même capacité de dépenser. Bien, c'est la même affaire chez un athlète. C'est pas parce qu'on va les mettre les 200 meilleurs ensemble qu'ils vont avoir la même charge de travail non plus, puis qu'ils doivent travailler de la même façon, avec le même nombre de pratiques, le même nombre de workouts, de off-ice, de ci, de ça. J'espère, si jamais ça voit jour, ce genre de programme-là, que il va y avoir des aspects dans chacun des piliers qui vont être quantifiés, qui vont être suivis. Moi, je l'utilise. Je l'ai bâti, ce système-là, dans mes équipes, dans mes suivis individuels. Donc, je ne verrais pas pourquoi est-ce qu'une grosse fédération crée un énorme programme et ne serait pas capable de le faire, ou ne le ferait pas, ou passerait à côté. Ça serait un échec lamentable. Donc, c'est super important parce que, comme je dis, c'est pas tout le monde qui a la même limite de crédit. Ce qui veut dire que c'est pas tout le monde qui a la même charge de travail. C'est pas tout le monde qui va répondre aux mêmes stimuli de la même façon puis qui va être capable de récupérer de ça pour performer le game du week-end. Exemple. Donc, comme je dis, je ferai des épisodes sur chacun des piliers là, par la suite. Là, ça vaut la peine d'en parler, ça vaut la peine de les approfondir en soi, mais c'est super important. Donc, après ça vient le dernier pilier, le sixième que je fais dans mes 6 piliers, qui est les habiletés individuelles. Donc, si on divise ça en 6 piliers, puis ils sont tout aussi importants les uns les autres. Ben, tu sais, tantôt que je parlais d'un 80%, 20%, là, on est là pas mal, même voir que c'est plus bas que 20%, là, les habiletés individuelles, tu sais. Puis, c'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps, on va dire, au même niveau qui sont importants. On s'entend, là, il y a des fenêtres biologiques rendues à un certain âge que, OK, on a une porte patio là, devant nous. Là, on est capable de l'ouvrir pour travailler tel pilier, tel aspect qui est plus important. Puis après ça, on passe à l'autre, puis on passe à l'autre. Fait que tu sais, c'est un peu ça, mais si on focus beaucoup trop sur le volet, on va dire, technique, skills, power skating pour être bon au hockey, parce que, on va être honnête, le monde le font déjà, cet aspect-là, pour pouvoir jouer M13-3 relève, pour pouvoir jouer M11-2A première année, pour pouvoir se faire voir, pour ainsi de suite. Fait que si on vient mettre par-dessus ça, ce fameux programme-là, puis, tu sais, j'ai fait 2 posts à date là, sur les réseaux sociaux, puis combien de parents m'ont écrit « Comment je fais pour pouvoir pour participer à ce programme-là? Comment... » Hey, j'ai aucun processus décisionnel là-dedans, mais les parents me posent des questions à savoir comment est-ce qu'ils font pour pouvoir participer à ce programme-là. C'est hallucinant, là. Ça a sorti là, 2 semaines. Puis, honnêtement, si j'ai 20 parents qui m'ont pas écrit, il n'y en a pas un qui m'a écrit. C'est fou comment il y a du monde qui m'ont demandé comment faire, quoi faire. Puis ça, là, s'il y en a déjà 20, il y en a combien d'autres qui se sont posés la question? OK, ça veut dire que si ça s'en vient, il faut que je me mette tout de suite à faire des skills power skating pour qu'ils prennent un edge. Parce que oui, c'est vrai. Si ton jeune, tu le mets sur la glace tout le temps, il va être bon à 8-9 ans. C'est sûr, c'est des éponges à apprendre. Ils font que ça. C'est de la neuroplasticité. C'est le concept que plus que tu vas en faire de façon intelligente, bien entendu, là, mais plus que tu vas progresser, oui, c'est sûr. Mais tu as un effet sur le court terme. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui vas continuer à exceller rendu à 16, 17, 18 ans, quand c'est là que ça va compter pas mal plus. Donc, ça, c'est un aspect hyper important. Puis je vais essayer d'accélérer le pace un peu parce que je vois le temps, puis c'est ça, je commence à dérailler un peu. Mais, tu sais, c'est ce que eux, c'est ça que les parents vont voir. Ça va être un énorme problème. Puis il n'y a pas d'éducation, personne ne le fait pour ça. Tu sais, personne ne fait ce genre d'éducation-là. Fait que si tu es pour sortir une bombe comme
nouveau programme de même, encadre, outille, explique comment tu vas faire ça, comment que le processus décisionnel va se faire. Parce que là, le monde font juste comprendre rapidement que, oh, OK, si je veux pas manquer le bateau, parce que clairement, si je vois juste le silo puis je suis rendu à côté parce que j'ai pas embarqué dans le bas, tu sais, ça marche pas. Fait que le monde va faire encore plus de skills, plus de power skating pour être meilleur et meilleur et meilleur à de jeune âge, pour être capable de rentrer dans le silo puis rester dans ce silo-là. Parce qu'un coup, tu vas être rentré dedans, tu risques de rester dedans. On est d'accord? Donc, ça, c'est un énorme problème qui va se faire parce que ça va, comme je dis, ça va diluer tout le reste. Tu vas passer à côté des belles opportunités de joueurs qui se développent. Puis, ça va faire en sorte qu'on va créer une spécialisation encore plus hâtive qu'elle est déjà, qui est déjà un problème en ce moment. Donc, tu sais, c'est ça que ça va faire. Tu sais, c'est que les gens vont se spécialiser encore plus rapidement pour être sûr d'avoir un spot. Puis, tout ça va mener à la spécialisation hâtive. Puis, tu sais, là, je sors une couple d'études, OK? Je vais, on va dire, name drop en quelque sorte des études en soi. Attachez votre tuque, j'espère que vous allez être prêts. Donc, une étude qui a été faite 2020 parle principalement leur output, leur conclusion, que la spécialisation hâtive augmente le risque de blessures, d'épuisement mental et de décrochage sportif. Donc, belle petite étude d'une couple de pages qui viennent de confirmer ce que je mentionne. La spécialisation hâtive va augmenter le risque de blessure, décrochage sportif plus tard et épuisement mental. Deuxième étude par rapport ici, un peu plus au niveau du... je vais garder, je vais y aller en ordre. Je vais y aller en ordre, sinon on va vous mélanger un peu trop. Une autre étude de quelle année, je ne veux pas dire n'importe quoi, 2022. 2022, une étude de McLellan mentionne que la spécialisation augmente, bien entendu, les blessures musculo-squelettiques chroniques et, comme conclusion, diminue les performances à long terme. Diminue les performances à long terme. Bon, deuxième. Ça, c'est pour un autre sujet. Donc, hyper important, pertinent ici. Tu sais, si on crée ce genre de silo-là qui amène à une spécialisation hâtive, puis le but de ce silo-là, entre guillemets, c'est d'amener plus de joueurs, puis de développer plus de joueurs professionnels, ben tu te sais complètement dans le pied. Là. Je veux dire, t'es loin de la traque. Là. Tu vises que le sommet, la pointe de l'iceberg, puis tu oublies comment te rendre là-bas. Fait que ça, c'est super important. Troisième étude sur la spécialisation, justement, hâtive. Une autre étude faite, je ne veux pas dire n'importe quoi encore une fois, 2017. Fait que tu sais, ça date pas d'hier, là, ces recherches-là non plus. Là. 2020, 2022, 2017, c'est récent, mais c'est pas sorti, c'est pas tout frais d'hier puis qu'ils n'ont pas vu ça. Là. Donc, spécialisation hâtive, celle-là, je l'aime. Spécialisation hâtive ne veut pas dire, donc ne donne pas de chance, de différence significative de jouer ou de devenir pro plus tard. Donc, ça ne veut pas dire que tu fais jouer ton gars, ta fille, 10 000 heures avant 12 ans parce que tu veux l'embarquer dans le silo que tu vas avoir plus de chances de jouer professionnel. C'est en quelque sorte la même chose aussi qui va se passer avec le fameux tournoi Brick, exemple. Oui, il y a plus de joueurs qui finissent par se faire repêcher ou jouer pro dans ce tournoi-là parce qu'il y a déjà les meilleurs qui sont là, mais c'est que si leur développement se fait bien, puis là, je serais curieux de vraiment faire ce genre d'études-là, mais de voir le développement de ces joueurs-là, comment est-ce que ça se passe. Est-ce qu'ils font juste se fier sur leur talent? Parce que, tu sais, il y en a quand même bien juste 1%, même pas, là, qui se rendent en haut. Donc, il y a quand même 99% qui... C'est pas parce qu'ils sont pas bons, là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe à quelque part. Ou le 1% et moins font quelque chose de différent. Donc, cela, je veux dire, c'est du lourd, là, c'est du solide. Spécialisation hâtive, et je répète, ne te donne pas plus de chances de devenir professionnel. Et là, je ne parle pas de jouer NHL. Je dis de devenir professionnel. C'est complètement une nuance. Là. De gagner ta vie avec le hockey, c'est pas parce que tu pratiques plus, que tu es meilleur plus jeune, que tu focuses juste là-dessus,
que tu vas réussir. Une autre étude ici, 2017. Ça fait quand même bien 8 ans là, de ça. Là. Donc, ça, c'en a un autre. Ici, celle-là est quand même pesante. Là. C'est une bonne... il me semble qu'il y a comme 40 quelques pages, là, celle-là. Là. Et c'est du lourd. J'ai sorti une conclusion rapide. Encore appuyer le reste. Spécialisation égale plus de risque de blessure. Et une autre étude faite au Québec. Donc, une étude plus au niveau psychologique et physiologique. Donc, ils sont allés chercher 2025. Quand même récente, celle-là. Donc, quand on combine le volet testing physique et volet testing psychologique, donc, on combine deux piliers ensemble en soi, puis peut-être même voir postural qui pourrait rentrer dans le physique. Là. Donc, on est capable d'aller chercher des meilleurs résultats en termes de sélection, en termes de progression, de développement et meilleurs résultats en termes de performance. Donc, cela aussi est quand même aussi très intéressante parce que là, on voit que la combinaison de différents piliers que je parle, quand on les travaille, ça amène des meilleurs résultats. Donc ça en a un autre ici. Puis là, il y en a que je n'ai pas imprimé parce que ça a beaucoup trop de pages. Là. Je pense qu'il y en avait un, j'avais une thèse là, de genre 200 pages. Là. Fait que c'est pas que je voulais pas. On va dire que j'ai pensé un petit peu plus à l'environnement. Donc, ça me tentait pas trop de l'imprimer, là, celle-là. Là. Ça aurait été honnêtement, avec ma petite imprimante de chez nous, très long à imprimer. Mais tout ça pour dire que juste avec quelques études, là, je veux dire, j'en ai encore pas mal plus. Si vous voulez, je peux continuer à les dropper. Mais la spécialisation hâtive amène un risque de blessure énorme, peut amener aussi des diminutions des performances sur le long terme. Donc, à un moment donné, quand ça compte, comme par magie, tu performes moins. Pourquoi? Je cherche pas plus loin. Ça, c'est une des choses. Puis troisième point de la spécialisation hâtive, tout simplement, ça te donne pas plus de chances d'être meilleur plus tard. Donc, pour cette raison-là, c'est un énorme point négatif, ce volet de ligue-là qui s'en vient. Sans parler de tout ce qui est volet, comme je parlais un petit peu plus, politique, structure, gérance, ces trucs-là, ça amène beaucoup d'autres points négatifs. Un autre point négatif que je veux parler un petit peu, ça amène un petit peu, encore une fois, au niveau de la spécialisation hâtive, mais deux petites études que j'ai imprimées aussi qui sont quand même assez pesantes. Tu sais, quand ça fait ça comme bruit, là, c'est parce que le paquet, ceux qui écoutent juste en audio, le paquet est quand même assez épais des recherches. Donc, c'est une étude qui ont comme recensé en quelque sorte, en fait, deux études qui ont fait un peu le même pattern, là, qui ont recensé en quelque sorte des joueurs professionnels, des joueurs élites de haut niveau, à savoir un peu leur parcours quand ils étaient plus jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait, ainsi de suite. Donc, ce que j'en ai tiré de une ici, c'est que 100% des joueurs pros questionnés dans l'étude ont joué au moins 2 sports et plus avant l'âge de 15 ans, jusqu'à l'âge de 15 ans. Donc, jusqu'à l'âge de 15 ans, 100% des pros questionnés ici ont pratiqué 2 sports et plus. C'est quand même assez flagrant. Là. T'sais, combien de jeunes ne pratiquent pas 2 sports parce qu'ils sont tout le temps sur la glace 12 mois par année? Il y en a énormément. Énormément, puis même beaucoup trop. Puis quand je dis 2 sports, c'est pas juste comme une fois de temps en temps, je vais jouer au soccer. Là. C'est genre de pratiquer un deuxième sport. Puis, le programme américain, pour revenir un petit peu faire une loupe là-dessus, la majorité des programmes américains demandent aux athlètes, ils ont des saisons sportives, demandent aux athlètes de pratiquer plusieurs sports. Il y a des programmes, c'est 2 sports, il y a des programmes, c'est 3 sports qu'ils doivent pratiquer. Puis, tu sais, 3 sports qu'ils doivent pratiquer, bien souvent, ça peut être exemple hockey, après ça, c'est genre golf ou soccer ou rugby, peu importe. Puis après ça, c'est genre musculation. Mais c'est 3 choses complètes. Tu sais, c'est différent. Puis c'est ce qui fait la plus grande force, mettons, du programme américain principalement. Une autre étude, la plus épaisse des deux. Ici, j'ai noté que jusqu'à 15-16 ans, 2 sports et plus, le fait de pratiquer 2 sports et plus jusqu'à l'âge de 15-16 ans, ça donne, comme conclusion, ça sort
des meilleures bases athlétiques, rien de surprenant. Une meilleure coordination, rien de surprenant. Une meilleure prévention, donc diminution au niveau des blessures, rien de surprenant encore une fois. Et un meilleur engagement et longévité. Ouais, je vais le dire à un moment donné comme du monde, il commence à être tard. Longévité dans le sport. Donc, quand que je parlais tantôt du volet psychologique, mindset, de décrochage sportif, ben, le fait de faire autre chose t'aide à ne pas rentrer dans ce loop-là. Donc, super important, la longévité. Je l'ai eu la première fois. Donc, sportive, c'est hyper, hyper important. Tu ne veux pas... C'est pas normal, parenthèse, ce n'est pas normal qu'un jeune de 11, 12 ans, de 14 ans, n'a pas de papillon, n'a pas de hâte que sa saison commence en septembre, voire fin août. Ce n'est pas normal. Ça, c'est parce que on commence à rentrer, puis même quasi trop tard, à rentrer dans ce loop-là de proche d'un décrochage sportif. C'est parce que vous en faites trop. Tu es supposé avoir le goût d'être excité de remettre tes patins, d'aller jouer avec ton équipe, d'aller faire des try-outs. C'est pas supposé être l'inverse. Okay? Fait que ça, c'est une petite parenthèse. Par la suite, j'ai noté sur une feuille aussi, encore une fois, un peu des petites recommandations, puis voir un peu qu'est-ce qu'eux, avec cette étude-là, ils poussent un peu plus. C'est que avant l'âge de 13 ans, tu devrais favoriser le multisport, la pratique libre aussi, donc c'est plus spontané de certains exercices et non avoir de quoi qui est très, très, très structuré. Voire même 3 à 4 sports différents par année. Ça, c'est ce qu'ils ont remarqué qui avait le plus de résultats sur le long terme. Par la suite, vers l'âge de 13-15 ans, ben on parle d'une transition vers une pratique plus structurée du sport. Ce que je veux dire là par là, c'est vraiment comme commencer à rentrer plus des systèmes de jeu, commencer à avoir vraiment des drills très structurés, puis donc on travaille telle chose vraiment précise. Puis là, je dis pas de pas en faire avant 13 ans. Ça, c'est qu'est-ce qui a été remarqué qu'il y a le plus de output, de outcome sur le long terme en termes de développement. Donc ça, c'est super important, mais on continue à maintenir un 2-3 sports entre 13 à 15 ans. Donc, ça, c'est super important. Puis, après ça, à partir de l'âge de 16 ans, là, on peut aller créer une spécialisation qui est beaucoup plus claire. Puis, on peut maintenir, encore une fois, idéalement, ça serait le best, de maintenir un deuxième sport, peut-être un peu plus récréatif rendu là, puis ça serait bien correct, mais de maintenir un deuxième sport. Fait que, le classique du classique, hockey, l'été, tu joues un peu plus au golf, puis ça, je veux dire, je pense que c'est le plus gros cliché, là, mais ça fait en sorte que c'est exactement ça, Donc, vers l'âge d'à peu près 16 ans, on pourrait commencer à mettre un peu plus le pied sur l'accélérateur au niveau de la spécialisation. Donc, on peut l'amener de façon plus claire. Ça, c'est qu'est-ce qui devrait être fait. Le meilleur des scénarios. Après ça, s'il vient le fait que si tu rentres dans ton espèce de silo, tu fais la ligue, ben là, à 13 ans, là, tu n'as plus rien de libre ou de multisport. Là. Parce que l'année prochaine, tu te fais sélectionner. Fait qu'il faut déjà tu spécialises plus tôt. Fait que tout ça est devancé. Ça amène les problématiques que je parlais tantôt. Donc, c'est fou. C'est fou. Puis tu sais, sur toutes les personnes sélectionnées, 93% des personnes, des joueurs questionnés, excuse-moi, dans l'étude, qui ont pratiqué plus d'un sport jusqu'à l'âge de 15 ans, avaient beaucoup plus de plaisir dans leur vie, dans leur sport, avaient beaucoup plus de socialisation également, puis principalement, ils ont tous évité des épuisements mentaux. Donc, on s'entend que là, des fois, il y a des études qui peuvent se contredire, ces trucs-là. Là, il n'y a rien là, qui se contredit nécessairement par rapport à ça. Là. Tout le monde, ça va dans la même lignée. Là. Pourquoi est-ce qu'on essaie d'aller dans l'autre sens? Ça, c'est le bout que j'essaie de comprendre. Fait que, ça, c'est par rapport à des points négatifs de cette ligue-là. T'sais. Puis, comme je mentionne tantôt, c'est que le programme américain, comme j'ai mentionné, c'est que le programme américain, c'est un des plus grandes forces, c'est principalement, justement, le fait qu'ils doivent pratiquer d'autres sports. Pourquoi ne pas intégrer ce genre de choses-là ici au Québec, au lieu d'essayer de s'empiéter
dans nos saisons. Combien de jeunes que je vois dans des tryouts, exemple 3A, qui peuvent pas être à des pratiques parce que la saison de baseball chevauche, parce que là, c'est la fin de la saison, puis que là, malheureusement, si t'es pas aux pratiques, tu te fais retrancher, si t'es pas déjà confirmé, puis ci, puis ça, puis au lieu que le monde s'entraide pour aider l'athlète, le monde tire la couverte de leur côté, puis non, c'est moi le plus important, quand au final, l'athlète fait la bonne chose. Il peut juste, la manière que c'est fait, on peut juste pas le faire nécessairement, vraiment, à moins d'être extrêmement chanceux dans l'horaire. Mais sinon, c'est des choses que ici au Québec, c'est pas fait en sorte qu'on peut faire ça. Donc ça, c'est super important de venir d'apporter des solutions pour venir changer ça. Donc, écoute, j'ai plein d'autres points négatifs et tout. Je vais essayer d'accélérer le pace un peu parce que sinon, on commence à avoir du monde qui vont dropper, même si c'est super intéressant. Mais, tu sais, le point positif que j'aurais à voir avec ce genre de programme-là, c'est si les points de spécialisation active, c'est bye-bye, si les points de multisport, c'est intégré. Donc là, ça commence à être de quoi d'intéressant. Mais, tu sais, là, je rentre un petit peu dans mes solutions là, quand même, là, mais mettons que ça voit le jour. Est-ce qu'on se pose la question, est-ce qu'il y a réellement 200 joueurs exceptionnels ou meilleurs joueurs au Québec? Mettons, là, tu sais, pour être 100% honnête, il y a beaucoup de bons joueurs. Mais si tu veux mettre les meilleurs avec les meilleurs, est-ce qu'il y en a vraiment 200? Tu sais, ou est-ce que tu serais pas mieux de créer, exemple, des regroupements, des showcases 3, 4, 5 fois par année, puis que tu amènes les 100 meilleurs joueurs, exemple. Parce que là, tu aurais vraiment la crème de la crème en soi, tu sais. Puis ça ne viendrait pas nuire à tout le reste. Fait que, tu sais, au lieu de créer un silo, un cylindre, un one-path, un chemin que si tu n'as pas rentré sur l'autoroute, ben tu peux plus jamais rentrer sur l'autoroute. Là. Comme s'il y avait juste une entrée sur l'autoroute. Puis si tu n'as pas rentré dans le bateau, sur l'autoroute, merci, bonsoir, c'est terminé. Là, c'est terminé pour toi parce que la manière que c'est fait, c'est ce qui va arriver. Parce que le reste va tellement rester dilué vu qu'ils ne vont pas enlever d'autres ligues en soi. Tandis que tu avais déjà une solution en quelque sorte avec les ligues actuelles. Au pire, coupe un peu les équipes. Puis là, je rentrerai dans mes solutions un peu plus tard, mais c'est ça. Fait que, le point positif, c'est que c'est pas méchant d'amener les meilleurs avec les meilleurs. C'est de la façon que c'est fait, c'est que tu crées un silo au lieu de créer une pyramide. Tu es supposé créer une pyramide, un entonnoir qui se resserre au fur et à mesure parce que l'athlète fait en sorte qu'à un moment donné, il y a des étapes que tu dois passer, puis que le joueur qui a un développement un peu plus tardif que l'autre, ben, il peut toujours faire partie de la même fondation qu'un certain, rendu à un certain moment donné, puis quand tu as besoin d'une certaine caractéristique précise, ben là, c'est un qui est passé par-dessus l'autre. Là, de l'autre façon, s'il n'est pas rentré sur l'autoroute, comme je mentionne, il n'y a plus moyen de rentrer, le silo, il est fermé. Là. Parce que le fait de qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est sur 2 ans, c'est les mêmes joueurs. Il n'y a pas de switch de changement de joueur qui peut arriver. Donc, ça, c'est de quoi de super important. Puis, tu sais, combien de joueurs, mettons, on garde dans la même idée, mais tu sais, combien de joueurs qui font, exemple, depuis des dernières années, le M13 3A relève, mettons, puis ils font pas le M13 3A Elite, c'est quelqu'un d'autre qui a pris leur place, qui n'était pas dans le M13 3A relève l'année d'avant, tu sais. Il y en a beaucoup de ça, là. Tu sais, il y en a beaucoup. C'est parce que eux, dans une année, ils ont progressé de même, mais au début, ils étaient là, puis là, ils sont rendus là, tandis que l'autre, il a progressé comme ça. Fait que qui a surpassé? Mais il était, son point de départ, on va dire, était plus haut. Fait que là, il a fait le M13 3A. L'année d'après, il est plus là. Ben, tu sais, le fameux 14-15 ans, là, c'est les années pas loin de Bam-Tam. Mais la sélection se fait avant. Ça se fait pas le jour avant de commencer. Là. Donc, tu vas manquer ce genre de courbe de développement-là des joueurs, généralement. Fait que ça, c'est un autre, c'est un point négatif. Fait que tout ça pour dire que le point positif, ça pourrait justement faire en sorte que c'est de quoi de bon, mais il faut pas au détriment du reste. Il faut que tu le fasses en pyramide et non en silo. Donc ça, c'est le point. Fait que on y va avec le point positif, en fait. Les points positifs sont pas on va dire, élaborés, à moins que les points négatifs se transforment en... On les prend en considération. Là, ça deviendrait de quoi de solide. Donc, voici mon opinion. Mon opinion fait en sorte un peu, c'est les points négatifs.
les points positifs, les études, les appuis scientifiques, je veux dire, ça ment pas, là. C'est tout là, là. Tu sais, je reprends ça, là. Tout est ici. C'est fou comment que la science, la recherche, les études, les données ne mentent pas. Ils s'en vont tous dans ce sens-là. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on tire le train de l'autre bord? Tu sais, ça marche pas. Donc ça, c'est mon opinion par rapport à ça. Puis, c'est, comme j'ai mentionné d'entrée de jeu, ça prend un développement sur les 6 piliers. Arrêtez de voir que le volet technique, tactique, habileté individuelle. C'est important, mais c'est pas la seule chose qui va faire en sorte que ça va aider sur le long terme. Ça s'appelle la spécialisation hâtive. On l'a vu, c'est pas bon, c'est pas idéal. Donc, ça, c'est super, super important qu'on ne doit pas juste voir d'apporter plus de joueurs NHL ou pro, mais de viser le développement en premier, de viser ça, la base de la pyramide, les fondations, puis le reste va venir. Si vous voulez vous bâtir une maison, là, on va dire que vous êtes une... Mettons qu'on veut bâtir une maison, on est 6 dans la maison, ben, mais que j'ai besoin d'avoir on va dire, je veux tout avoir trop rapide. Okay? Je fais une spécialisation hâtive, ben, je vais couler des fondations très petites, très rapides. J'attendrai pas nécessairement peut-être que ça soit séché à 100%, mais décoffrer ça, good. On monte les murs, on monte le toit, on monte les... Puis, en dedans d'un an, on va dire, ma maison est faite, elle est finie, finale, mon sous-sol est fait, les baseboards, c'est peinturé, le caulking il est mis, tout, là. Je veux dire, c'est nickel, le plafond suspendu, il est fait. Écoute, tout est parfait, sauf que j'ai une pièce par étage. C'est beau, c'est chic, c'est flashy quand tu vois ça jouer sur la glace à 12-13 ans. Sauf que qu'est-ce qui arrive quand vient le temps de « Oh, je dois ajouter des cordes dans mon arc, je dois ajouter des pièces parce que « Oh, j'ai un enfant de plus, ces trucs-là. » Mettons, je fais la comparaison avec une famille. Ben, j'ai pas de place dans ma maison, là. J'ai une cuisine, j'ai un salon, puis j'ai une chambre dans le bas. Il y a un enfant qui arrive, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Commences-tu à défaire de toi, faire un autre étage par-dessus ça? À un moment donné, ça va commencer à être chambranlant parce que j'ai fait une base 10 par 10, 20-20. Mais non, faut que tu défasses un mur, tu recoules des fondations, tu brises tes fondations, tu refais des fondations, tu rebâtis encore une extension sur ta maison. Est-ce que c'est le moment, à 14 ans, exemple, 15 ans, de faire ce genre de choses-là quand tu devrais mettre l'accent sur d'autres qualités athlétiques? Tu perds du temps à refaire des fondations pour rebâtir encore. Au lieu de focusser sur, OK, tout le monde, on passe par couler une grosse fondation, on a une fondation de 30 par 60, on peut bâtir un manoir là-dessus, puis c'est ça, en fait, un développement. On devrait viser ça, la fondation, bâtir les murs par rapport à ça, puis quand tu arrives à bâtir tes murs, puis tu as un terrain de jeu de 30 par 60 versus 20-20, excuse-moi, mais tu as pas mal plus de luxe de pouvoir décider où est-ce que tu mets ta cuisine, puis dans quel sens tu le fais, puis OK, moi, je voudrais avoir un gros salon à air ouverte avec ça, puis j'aimerais ça avoir 3 chambres là, puis 2 salles de bain, puis des walk-in annexés à ça, puis tu as le luxe de pouvoir faire ça. Ça, c'est ton développement, c'est ton potentiel athlétique. Puis quand vient le temps de créer ce genre de pièces-là, quand vient le temps de renforcer une certaine qualité athlétique, exemple, la force musculaire, exemple, la vitesse, exemple, bien, tu as la place pour pouvoir le faire, tu as la fondation, tu as tout pour pouvoir le faire, tu as l'espace. Sauf que si tu veux faire les choses trop vite, tu ne pourras pas faire ça. Tu vas devoir détruire, reconstruire, rebâtir. Et ça, c'est une énorme perte de temps. Et c'est ce qui fait en sorte que des joueurs qu'on voit M13 sont flashy, sont bons, puis qu'on les voit plus rendus M15, on les voit plus rendus M18. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fiés sur leur talent. Ils ont développé que cet aspect-là, le volet habileté technique, le volet hockey IQ. Puis, je veux dire, c'est super important. C'est pas ça que je dis. Au contraire, c'est que le reste n'a pas suivi. A pas suivi. Imaginez que j'ai ma table ici, j'ai mes 6 pattes, mes 6 piliers, puis j'ai juste boosté une patte. J'ai juste boosté l'habileté individuelle, puis j'ai boosté le gym parce qu'on va dire que c'est les 2 classiques. Bien, j'ai juste 2 pattes qui est complètement à côté, boosté dans le tapis. Bien, qu'est-ce qui arrive avec les autres? Je n'ai pas checké trop ma récupération, ma nutrition, ma posture est dégueulasse. Mais c'est pas grave, je suis bon sur la glace, ça le fait, ça fait longtemps que je suis de même.
Ma table est croche de même, mets un verre là-dessus, ça sac le camp. Ça ne tiendra jamais. Puis si je continue à juste continuer ce déséquilibre-là, un moment donné, je progresse, ma table, elle fait quoi? Paf! Elle flippe le bord ou elle casse ou. Ben là, c'est des blessures, puis c'est des stagnations, puis je suis plus capable de monter. Ben non, je cherche pas pourquoi. T'as pas fait le reste, t'as pas fait le développement, l'essentiel. Donc, j'en ai des analogies de même, des comparaisons, pour essayer de vous le faire comprendre, mais c'est hyper important de s'assurer que tout ça est bien fait. T'sais, c'est la fondation first. Donc, ça, c'est mon opinion qui est basée par des données scientifiques, par le développement sur le long terme d'un athlète. Puis, des solutions qui pourraient être apportées, ça pourrait être quand même simple. C'est mettons, tu gardes, la LHEQ est déjà là, la structure est faite, pourquoi essayer de rajouter quelque chose par-dessus puis qu'il y ait encore moins de joueurs dans la LHEQ, plus de monde qui va scolaire, puis commencer encore à diversifier tout ça? La LHEQ est là, c'est ton, on va dire, ton chemin principal. Ben, si tu vois qu'il y a peut-être trop de joueurs ou des joueurs qui ne devraient pas nécessairement être là, ben, fais un petit peu moins d'équipe. Tu l'as déjà, ta structure. Fais un peu moins d'équipe, renforcer les services à l'intérieur de ces structures-là. Puis, tu sais, oui, la préparation physique, tout le monde en a, mais presque personne n'a de la préparation mentale, presque personne n'a des suivis au niveau nutrition, hydratation. Tu sais, puis combien de personnes que je côtoie qui travaillent avec des équipes et tout ça, puis ils n'ont pas de système de suivi du workload, puis ces trucs-là, il n'y a pas de communication qui se fait avec les coachs. C'est de quoi qui est super important, c'est primordial, c'est nécessaire. Donc, ça serait la première des choses que j'irais faire. Après ça, en dessous de ça, j'irais créer une vraie Ligue 2A. T'sais, au lieu d'avoir du 3 majeur, du 3 relève, moi, dans mon temps, ça ne me rajeunit pas, mais en même temps, je ne suis pas trop vieux, mais quand que je jouais, il y avait du Bam Tam 2A, puis il n'y avait pas de 3. C'était ça le plus haut. T'sais. Puis ça faisait en sorte que c'était les meilleurs contre les meilleurs. Fait que ça, c'est une des choses. Fait que, en dessous de ça, tu viendrais créer un vrai 2A. Puis là tu aurais un vrai pipeline qui se ferait. Les meilleurs contre les meilleurs, puis ça descendrait aussi de la même façon au lieu de commencer à se diluer partout. Après ça, une des choses que tu sais, à Star, c'est... Moi, j'ai connu un peu les deux volets du midget espoir dans le temps. J'ai fait la dernière année que le midget espoir était à seulement les 15 ans. Et j'ai fait la première année que le midget espoir était 15 et 16. Puis honnêtement, tu l'avais, ta crème de la crème, tu sais, là, en soi. Fait que, tu sais, pour moi, on devrait revenir à du midget espoir 15 ans seulement, puis de vraiment mettre les 15 ans là. Parce que pour un développement, est-ce que c'est vraiment bon d'avoir un 15 ans M18 3A première année, mais qui joue même pas 10 minutes par game? Est-ce que c'est vraiment, vraiment bon pour un développement? La réponse est non. Est-ce que, tu sais, si on monte une coche plus haute, tu sais, c'est prestigieux jouer 15 ans, midget 3, parce que tu as le draft qui se fait tout de suite après, de la junior majeure. Puis c'est prestigieux rentrer junior majeur à 16 ans. Mais si tu es scratch 2 games sur 4, puis que quand tu joues 5-6 minutes, sérieux, c'est-tu vraiment pour t'aider? Tu vas te faire descendre à Noël, ton mental va en manger à la claque, tu n'arriveras pas prêt parce que tu n'auras pas joué, tu vas perdre des qualités athlétiques. Puis tout ça pour, tu sais, au final, quoi? Avoir eu le manteau, le gear, le merch de l'équipe, puis d'avoir dit j'ai joué 16 ans. Tu sais, il y a un aspect que les athlètes doivent comprendre, mais il y a un aspect aussi que les structures, les équipes doivent comprendre aussi. Tu sais, puis tout est... Tu sais, c'est malheureux parce que tout dépend de la NHL, que le draft est à 18 ans. Ça, c'est une autre affaire que si j'aurais le pouvoir demain matin, je mettrais ça à 20 ans pour faire de la place au développement en dessous, parce que là, tout le processus est accéléré, entre autres à cause de ça. Mais, tu sais, ça, c'est une des choses. Pourquoi est-ce que le M18 serait pas juste, exemple, du 16 puis du 17, puis que tous les 15 ans soient, mettons, vraiment 15 ans ensemble? Tu sais, ça ferait en sorte que, tu l'as tes étapes, tu l'as ton programme, il se fait tout seul. Tu n'es même pas moyen d'essayer de rajouter de quoi par-dessus pour faire accélérer encore la spécialisation active. Tu l'as le chemin, le cheminement. Puis, si quelqu'un est M13, il joue dans le 2A parce qu'il n'est pas assez bon pour jouer dans le 3 cette année-là, mais ça ne veut pas dire que l'année prochaine, il ne peut pas prendre la place de l'autre parce qu'il s'est développé puis qu'il y a eu les services puis l'encadrement nécessaire. Puis c'est la même chose jusqu'en haut, tu sais.
Junior majeur, ça devrait être du 17 à 20, tu sais, exemple. Puis, tu sais, un peu plus comme style NCAA, voire même si on est capable d'étaler ça plus tard, tu sais, plus vieux, avec des programmes universitaires. Tu sais, là, je veux dire, on s'entend que ça se fera probablement jamais, mais le hockey, c'est un sport à développement tardif. Tu pognes ton pic vers les 25, 26, 27, 28 ans selon des positions, selon comment est-ce que tu fais les choses dans ton développement aussi, mais les joueurs pognent leur pic vers les 26, 28 ans, mettons. C'est à peu près ça, Kim, pourquoi est-ce qu'on shut down ça 12 ans avant? Ça n'a pas de maudit bon sens de faire ça. Donc, ça, c'est des petites solutions. Puis, tu sais, je pourrais élaborer là-dessus et tout, mais au pire, j'ai dit que je voulais pas faire de partie 2, je ferais une partie 2 au pire, mais c'est vraiment, tu sais, ce que je voulais parler ensemble, en fond et en comble. Puis, tu sais, il y a un paquet de pages que j'avais des notes que j'ai même pas parlé, mais, tu sais, c'est des choses qui sont hyper importantes à comprendre, puis on s'en va pas dans la bonne direction avec ce volet-là, si c'est de la façon qui a été expliqué ce qui se fait. Puis tout ça, regarde, j'avais dit tantôt que j'allais nommer des noms là, de joueurs, mais joueurs jamais repêchés, super simple. Martin Saint-Louis, Hall of Famer. Puis je vais pas te nommer tous les noms là, de tous les accomplissements et tout ça, mais Mark Giordano, jamais repêché. C'était pas un énorme prospect, mettons, budget 3. Il a signé au OHL, devient capitaine, gagnant du Norris. On s'entend que c'est pas une mauvaise carrière. Hein? Jonathan Marchessault, jamais repêché. Tout le monde disait qu'il était trop petit. Yanni Gourde, jamais repêché. Midget 3, correct. Encore une fois, tout le monde disait qu'il était trop petit. Pourtant, gagné une Coupe Stanley. Torrey Krug, jamais repêché. Défenseur, il a été défenseur numéro 1 Boston pendant quelques temps. Trop petit. Développement qui se fait plus tard. Tyler Johnson, jamais repêché. Chris Kunitz, jamais repêché. Puis là, je nomme des champions de la NHL, de la Coupe Stanley. Là. Je veux dire, ils ont quand même bien fait de quoi, là, des MVP, Fait que, tu sais, hyper important de comprendre ça. Alex Burrows, passé, jamais repêché non plus. Tu sais, puis écoute, je pourrais parler de joueurs qui passent de la Ligue nord-américaine, qui ont passé de l'East Coast, Ligue américaine, NHL. Tous des joueurs. Artemi Panarin, jamais drafté. Fait que, tu sais, pourtant, c'est superstar de la NHL. John Klingberg, repêché en 5e ronde. Tu sais, on s'entend que 5e ronde, normalement, c'est pas tu sais, il y a tellement pas de place que si t'es pas first round, il y a beaucoup de first round qui font jamais NHL, tu sais. Mais c'est tous des joueurs qui ont eu le développement tardif. Puis je nomme pas des pieds de céleri, là. Je nomme des joueurs qui ont excellé, tu sais. Patrice Bergeron, Brad Marchand, Claude Giroux, c'est tous des joueurs qui ont souvent été coupés, retranchés ou qui n'excellaient pas à un certain, mettons, niveau M18, 3 peu importe, mais qui ont apporté des aspects puis des développements qui se sont faits plus sur le tard. Jared Spurgeon, repêché 6e ronde. Pekka Rinne, repêché 8e ronde. Tu sais, il a gagné Vizina. Genre, c'est fou là, à quel point que tu ne peux pas essayer de juste créer un silo, ça ne fonctionne pas. Mark Streit, aussi, ça en est un, que, il y a plusieurs structures, mettons, qui ne le voyaient pas nécessairement se rendre là. Pourtant, genre, t'es un solide défenseur qui a joué pour le Canadien. David Savard, repêché 4e ronde. Philippe Danault, un des meilleurs centres défensifs probablement. Puis c'était pas dominant nécessairement à 15-16 ans. Samuel Girard, c'en a un autre. C'est Pierre-Édouard Bellemare, jamais repêché. Il jouait dans des ligues B, mettons, françaises. Puis Colin, il a quand même joué pour loin de 10 ans, je pense, dans la NHL. C'est énorme. Fait que, je vais finir là-dessus, mais le hockey, le hockey, j'essaie de parler anglais en même temps. Le hockey, c'est rempli de late bloomers. Puis, la NHL, c'est rempli de ce nombre de joueurs-là qui étaient pas nécessairement quelqu'un à 14-15 ans, qui n'étaient pas nécessairement des superstars à la Connor McDavid, qu'on target depuis l'âge de 12 ans. Il y en a beaucoup. Donc, on s'en va pas nécessairement dans la bonne direction de cette façon-là pour sélectionner le talent. Tu vois, puis c'est un peu même qu'ils l'ont approché, sélection de talent. Ça va pas faire en sorte qu'il va avoir
plus de joueurs qui vont se rendre. Fait que tu sais, ça, c'est quelque chose de super important. Puis tu sais, quand tu fermes les portes trop tôt, ben, tu vas perdre la moitié, si c'est pas plus, de ton réel talent sur le long terme, de ton réel développement. Tu sais, un développement, c'est loin d'être linéaire. C'est loin, mais loin d'être linéaire. Puis ça, il faut que le monde le comprenne parce que sinon, ben, ça ne va pas dans la bonne direction. Fait que j'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur le sujet. Puis s'il faut que je fasse une deuxième partie, ben j'en ferai une deuxième. Ça va me faire plaisir. Fait que sur ça, ben j'espère que vous avez peut-être un petit peu plus compris le pattern, le concept de développement. Comment est-ce que ça se fait, les points forts, le peut-être point fort par rapport à ça, les points faibles, les points à améliorer, ce qu'il faut prendre en considération dans un réel développement. Puis tu sais, c'est pas juste targeter, exemple, à Hockey Québec, là, ce podcast-là, au contraire, c'est vraiment targeter à tout le monde pour que... faut vraiment que le message passe, faut vraiment que le message se rende, faut vraiment que le monde le comprenne, puis c'est ce qui va faire une réelle différence. Parce que si le monde le comprenne pas et ne l'applique pas, ça va toujours faire en sorte que dans un contexte de société, on va toujours vouloir aller chercher des résultats de plus en plus rapides parce que l'autre le fait à côté. Puis si moi je le fais pas, je vais manquer le bateau du silo. Fait que c'est un peu, en ce moment, c'est un peu le clou qui ferme le cercueil. Tu sais, en ce moment, c'est un peu comme si je perds 3-1, la game, il reste 3 minutes. C'est soit que je réussis à faire 3-2 puis on va peut-être s'en sortir, ou paf! Ça fait 4-1, puis là, c'est terminé. Là. Je veux dire, on ferme les livres, la game est finie. Puis là, on n'est pas loin de se faire scorer le 4e goal. Là. Si ça voit le jour, de la façon que c'est fait, malheureusement, on s'en sortira pas là, de ce genre de développement-là. Il faut vraiment que le monde le comprenne, puis il faut vraiment qu'on passe à l'action par rapport à ça. Là. Donc, sur ça, ben, j'espère que vous avez apprécié le podcast, l'épisode. J'espère que c'est pas trop long. Si vous avez besoin d'un numéro 2, plus de stats, peu importe, un épisode numéro 2 là-dessus, sur le sujet ou sur d'autres sujets, ça me fait plaisir. Faites-moi en part, puis on se dit à la semaine prochaine.